Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule éthérique de Montréal Hanté. Aujourd'hui, nous vous parlons du cimetière sous le complexe Guy Favreau. En plus des capsules chaque samedi, Montréal Hanté offre des balades thématiques sur les lieux de hantise de Montréal et de la région, en plus d'une tournée des bars, et le tout en anglais et en français. Pour en savoir plus sur l'organisation, vous n'avez qu'à suivre les liens dans la description. Et maintenant, parlons fantômes. En septembre 2016, une douzaine de squelettes ont été découverts enterrés sous le boulevard René-Lévesque, devant le siège social d'Hydro-Québec, lors de travaux de réfection. Les archéologues ont été appelés pour les retirer et les étudier avant de les transférer au cimetière protestant du Mont-Royal. Ceux-ci provenaient de l'ancien cimetière qui servait à la communauté protestante de 1797 au début des années 1870. Et, à moins de creuser la rue, aucune indication de l'existence de ce cimetière n'est visible aujourd'hui. Par contre, les employés du complexe Guy Favreau, un bâtiment du gouvernement fédéral construit en 1978, doivent gérer l'activité paranormale au travail, dans la section du bâtiment érigée sur l'ancien cimetière. Selon les rumeurs, les fantômes du cimetière voudraient détruire le complexe. En plus, des accents britanniques désincarnés murmurant comme des endeuillés peuvent être entendus dans la section du vieux cimetière. Parfois, les objets tombent sans raison et une odeur d'encens peut apparaître sans explication. Un employé a même rapporté avoir été confronté à une étrange manifestation un matin dans les toilettes. Mais avant de spéculer sur la cause de l'hantise, il est toujours bien de voir l'historique du lieu. Avant la conquête britannique de 1760, le cimetière de la ville était situé à l'intérieur des murs de Ville-Marie. Il s'étendait de ce qui est aujourd'hui la ruelle des Fortifications jusqu'à la rue Saint-Jacques au sud et de la rue Saint-François-Xavier au Square Victoria à l'ouest. Avec l'influx des protestants britanniques, un nouveau cimetière était requis. Au début, ils en ouvrirent un juste à côté du cimetière catholique adjacent au mur nord. Les obsèques furent célébrées par le révérend David Chabran de Lille, un pasteur protestant de France choisi par le gouvernement dans l'espoir qu'il convertisse les Canadiens français au protestantisme. Mais malgré 30 ans de bons services à Montréal en tant que pasteur protestant, il ne réussit à convertir aucun catholique. Certaines personnes suggèrent même qu'il avait également des difficultés à communiquer avec ses propres ouailles anglophones. À sa mort en 1794, il fut enseveli dans ce même cimetière. Mais déjà, les autorités se sentaient concernées par ces enterrements à l'intérieur des murs, parce qu'ils voyaient les dangers pour la santé publique. Il était en effet dangereux pour les morts de cohabiter de si près avec les vivants, en particulier après les ravages du choléra et de la variole. Les marquillés soumirent donc une pétition au procureur général du Bas-Canada afin de fermer les vieux cimetières. Celui-ci approuva la demande et ordonna qu'on cessât d'enterrer les morts à l'intérieur des fortifications. On dressa un plan pour ouvrir deux nouveaux cimetières à l'extérieur, un pour les catholiques et l'autre pour les protestants. Le nouveau cimetière protestant fut consacré en 1797 dans les environs de Saint-Urbain et René-Lévesque, tandis que le cimetière catholique Saint-Antoine, plus à l'ouest, ouvrit 2 ans plus tard en 1799, près de la rue Peel. Le cimetière Saint-Laurent, aussi connu sous le nom de cimetière Dorchester, a vu beaucoup d'actions durant ses 80 années d'existence. Quand il ouvrit, les protestants eurent l'occasion de transférer les corps du vieux cimetière au nouveau. Il y avait en effet des plans pour ériger de nouveaux bâtiments sur les vieux cimetières d'une valeur immobilière importante. En 1799, James McGill apprit que la tombe de son vieil ami John Porteous était à risque. Il fit donc exhumer le squelette et le transféra dans son propre lot au nouveau cimetière, un lot de 10 pieds par 7 qu'il avait acheté pour 10 livres.
Quand McGill mourut en 1813, il fut enterré aux côtés de son ami. Sa femme, par ailleurs catholique, dut se faire ensevelir à l'autre cimetière à cause des lois religieuses interdisant d'enterrer les protestants dans les mêmes cimetières que les catholiques. Au fil des ans, ce nouveau cimetière se remplit de morts. Une morgue apeurante en pierre fut construite pour eux, mais à cause d'un manque d'espace pour les services protestants, elle fut prise en charge dans les années 1850 par l'évêque anglican Francis Fulford. Celui-ci plaça le recteur Edmund Wood à la tête d'un ministère des Montréalais démunis. Le recteur partageait la morgue devenue chapelle avec ses ouailles, vivants et morts. Quand l'évêque et le recteur ouvrirent la porte de la morgue, pour la première fois, il fut envahi par l'infecte odeur de pourriture. Ses narines fronçantes, l'évêque remarqua. « Qu'en pensez-vous, Wood? Un peu d'encens serait de mise. » Mais Wood ne fut pas découragé. Il ouvrit la morgue aux célébrations et les bars étaient accessibles sans frais. Son travail pastoral était focalisé sur les pauvres, poussant la communauté à croître rapidement. En peu de temps, il avait le double du nombre de gens assis dehors parmi les tombes qu'à l'intérieur de la morgue. Éventuellement, celle-ci fut jugée trop petite et une nouvelle église fut ouverte à l'angle des rues Saint-Urbain et Ontario, l'église au toit rouge, dont nous avons parlé dans une autre capsule. Dans les années 1850, le cimetière protestant surpeuplé prit un air délabré, ce qui encouragea des plans pour un nouveau cimetière sur le Mont-Royal. Jugé à son comble en 1854, le cimetière Saint-Laurent fut abandonné à Dame Nature. 20 ans plus tard, un visiteur décrivit sa morne condition en expliquant que le lieu était étouffé autant par les herbes hautes que les mauvaises herbes. Il nota que plusieurs tombes avaient été enfoncées, laissant des trous creux et laids, et que les monuments s'effritaient, et que plusieurs avaient la face tachée de graffiti. Fait encore plus étrange, une école pour garçons était ouverte dans la vieille morgue. Selon celui-ci, sur l'heure du midi en septembre, sous un soleil doux, les enfants jouaient dans la cour lugubre. Certains couraient et criaient, turbulents dans leur jeu. D'autres jouaient à cache-cache. Et d'autres menaient une œuvre de destruction sur une urne plus que délabrée. Enfin, en 1873, la ville expropria le cimetière pour en faire un square public. On demanda encore aux citoyens de déterrer leurs morts s'ils voulaient les enterrer ailleurs. Lorsqu'ils entendirent ça, les administrateurs de l'université McGill arrangèrent le transfert du monument et des restes de James McGill du lot numéro 16, là où ils sont aujourd'hui devant l'édifice des Arts. Ils les mirent dans une boîte qu'ils placèrent dans un pédestal sécurisé par une urne. Celle-ci fut remplacée par une réplique en 1944, après que l'ancien fut jugé trop érodé. Bien qu'il y ait des spéculations que le mauvais corps ait été transféré, celui de son ami John Porteous au lieu de celui de John McGill, cela est peu probable, car l'opération fut faite par nul autre que Richard Springing, le responsable du cimetière protestant sur le Mont-Royal. Non seulement était-il un expert en exhumation, mais John Porteous était mort après avoir été projeté de son cheval, fracturant son crâne, tandis que McGill fut mort naturellement, bien que soudainement. Selon un de ses proches, une demi-heure avant sa mort, il n'avait aucune idée qu'il allait mourir. Le 19 décembre 1813. Après l'abandon du cimetière Saint-Laurent, les architectes de la ville en firent le Square Dufferin, un des rares espaces verts dans le coin de la ville à cette époque. Pour près d'un siècle, les Montréalais purent apprécier ce square bucolique, surtout après que la réputation du cimetière ait flétri. Les parents y amenaient leurs enfants pique-niquer, les amoureux s'y rencontraient tard le soir pour s'aimer, inconscients du fait que des centaines de squelettes dormaient sous leurs pieds. Toutefois, les beaux jours n'étaient pas appelés à durer. Dans les années 1970, on fit des plans pour exproprier le square et construire un édifice fédéral nommé le complexe Guy Favreau. Au départ, le vieux cimetière est converti en stationnement pendant qu'on prépare la nouvelle structure.
Une couche d'asphalte est jetée sur la surface et les véhicules s'y stationnent peu après. Quand les travaux de fondation du complexe débutent en 1978, les employés sont assez surpris par une découverte près de l'angle des rues Jeanne-Mance et Dorchester, maintenant René Lévesque. En creusant, ils déterrent 2 cercueils de métal vitrés, parfaitement intacts. Ils appartiennent à 2 frères, Noah Shaw, mort en 1836 à l'âge de 16 ans, et son frère Edward, mort en 1844 au jeune âge de 6 ans. Il avait été tué accidentellement dans l'atelier de son père sur la rue Nazareth à Griffintown. Les garçons furent réenterrés dans leur cercueil originel dans le cimetière Mont-Royal. Bientôt, 60 autres individus allaient les rejoindre, tous ayant été exhumés durant la construction du complexe, incluant des membres de la garnison britannique qui avaient servi à Montréal avant 1814. Au fil du temps, plus de 100 squelettes furent déterrés dans les environs. Le complexe fut controversé dès le début. Conçu en tant que bâtiment de 12 étages contenant des bureaux gouvernementaux, on le nomma en l'honneur de l'ancien ministre fédéral et juge à la Cour suprême du Québec. Sur un lot de 6 acres, le complexe compte, en plus des bureaux fédéraux, d'autres bureaux à louer, une coopérative de logement, un centre commercial et une garderie. La construction de la structure a eu lieu non seulement au-dessus du vieux cimetière, mais aussi sur de larges bandes du quartier chinois. Pendant que de vieux bâtiments se faisaient démolir pour céder la place au complexe, les résidents du quartier chinois manifestaient leur désaccord. Afin de les apaiser, le gouvernement ajoute dans la partie sud du complexe une section résidentielle sur la rue de la Gauchetière, appelée les habitations du centre-ville. Une jolie cour intérieure fut construite dans le complexe et ouverte au public. Un nombre de bancs de parc fut installé dans la partie sud du hall principal, ce qui s'est avéré très populaire, surtout l'hiver. Mais les problèmes commencèrent presque immédiatement après l'inauguration en 1984, ce que certains résidents superstitieux attribuèrent au paranormal. Par exemple, en 1988, le nouveau complexe perdait ses briques. Les morceaux commençaient à tomber à une telle fréquence que le gouvernement s'inquiétait pour la sécurité des gens. Quelques résidents commencèrent à spéculer que les fantômes des anciens résidents essayaient de détruire l'édifice. Le gouvernement déboursa 8 millions de dollars en réparation et essaya de rectifier le problème une fois pour toutes. Il y a d'autres incidents paranormaux à l'intérieur de l'édifice que les employés doivent endurer. Certains concierges disent que la partie nord du bâtiment, celle construite sur le cimetière, est hantée. D'autres employés rapportent avoir entendu des voix désincarnées avec un accent britannique murmurer parmi d'autres voix en deuil. Un concierge suggéra que c'était presque des sons d'obsèques distantes. Il y a également une immanquable odeur d'encens qui parfois se matérialise de nulle part, généralement dans le sous-sol de l'édifice. Une légende dit que le complexe Guy Favreau a spécialement installé des miroirs sur les plafonds afin d'empêcher les fantômes de dépasser le niveau de la rue. En effet, certains disent qu'ils ne peuvent pas monter s'ils voient leur reflet au-dessus d'eux. Un autre incident dérangeant eut lieu au début des années 2000. Un concierge nettoyait le plancher du sous-sol lorsqu'il eut envie d'aller aux toilettes. En plus de sa gueule de bois, il a des douleurs à l'estomac et se dirige rapidement aux toilettes des hommes, situées dans le coin nord-est du bâtiment. L'endroit est vide lorsqu'il entre dans un des cabinets et il se prépare à faire ses besoins, mais il n'a pas sitôt baissé son pantalon que les lumières se mettent à clignoter quelques secondes avant de s'éteindre. L'homme est surpris, car il y avait rarement des pannes d'électricité dans le complexe. Pendant qu'il se demande si le problème est localisé ou s'il touche tout le bâtiment, il entend un faible bruit de gargouillement quelque part dans les toilettes. Sur le coup, il pense que c'est peut-être un des tuyaux, mais en écoutant de plus près, il réalise que le bruit est presque humain. Puis, il entend ce qui semble être des pas lourds s'approcher lentement de son cabinet. Le gargouillement s'intensifie et soudain, la porte s'ouvre brusquement. L'homme terrorisé saute d'un bond, relève son pantalon. Il essaie de s'enfuir, mais il sent que quelqu'un ou quelque chose est là avec lui et l'empêche de partir.
Il lutte contre les créatures invisibles qui l'avaient agrippé et réussit enfin à se libérer de son emprise. Dans la noirceur d'encre, il fait son chemin à tâtons vers la sortie avec le bruit de gargouillement derrière lui. Finalement, il sort en trône des toilettes dans le sous-sol plus lumineux du complexe. Il court aussi vite que possible vers la salle du personnel afin de raconter ce qui vient d'arriver. Essoufflé, il débite son histoire à un collègue sceptique. Son courage retrouvé, il va avec son collègue examiner les toilettes. Prudemment, ils ouvrent la porte et commencent à vérifier, mais ne trouvent aucun bris électrique et rien d'anormal. L'homme est déconcerté, jurant qu'il avait rencontré un fantôme ou quelque chose de paranormal, mais son collègue rit et suggère que son cerveau lui jouait peut-être des tours à cause de sa gueule de bois. Quelle qu'en soit la cause, le concierge quitta son emploi peu de temps après l'expérience bizarre et terrifiante. Aujourd'hui, les rumeurs de hantises étranges continuent au complexe Guy Favreau, et plusieurs membres du personnel sont méfiants de cette partie du sous-sol. Avec l'exhumation de nouveaux squelettes, les employés fédéraux sont plus nerveux que jamais. Selon une fonctionnaire, il y a maintes rumeurs concernant les fantômes dans l'établissement parce qu'il a été construit sur un vieux cimetière. Quand il déterre quelqu'un, les gens craignent la recrudescence d'activités paranormales. Le fait reste que plusieurs personnes sont enterrées sous le boulevard René-Lévesque. Les voitures roulent sur leur tombe tout le temps. Les conducteurs n'ont pas la moindre idée qu'ils dérangent des morts. Aujourd'hui, on ne voit plus rien du tout indiquer la présence du vieux cimetière Saint-Laurent, pas même une plaque historique. En effet, ce n'est que quand des ouvriers creusent la route que les gens ont le rappel du fait horrible que plusieurs squelettes gisent dans le sol sous un des boulevards les plus passants de Montréal. Voilà qui était notre petit tour d'horizon du complexe Guy Favreau. Si vous y avez fait des rencontres paranormales, n'hésitez pas à nous le laisser savoir dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à cliquer aimer, à vous abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucune capsule. Les capsules éthériques de Montréal Hanté vont faire pause pour quelques semaines. D'ici là, je vous souhaite un bon mois de juillet et gardez l'œil ouvert, on ne sait jamais ce qui se trame à Montréal.